dimanche 1er mars, pendant qu'il est 19 h sur cette antenne, l'émission Club de l'Actu s'installe. C'est un ravissement à nouveau pour moi de vous retrouver dans cette émission pour vous permettre de revisiter les faits majeurs de l'actualité de la semaine écoulée. On s'intéresse donc ce soir à Phrygia. Phrygia, bientôt remise à flot ou ressuscitée. En tout cas, le partenaire russe lève des options et veut bien y croire, malgré une note qui va être assez salée, puisque pour cela, il va falloir débourser plus de 500 000 €. Pendant ce temps, dans le secteur des mines, on veut bien croire à la relance au bout du tunnel, avec le recul conséquent de l'épidémie d'Ebola. Mais avant, il faut gagner la bataille des majors. Pendant que Rio Tinto veut remettre donc, sur orbite le plan d'investissement pour Simandou 3 et 4, BSGR prépare une plainte contre l'État guinéen autour de Simandou 1 et 2. Ebola, le virus recule, je l'ai dit, certes, mais la question de la transparence des fonds mobilisés dans le cadre de la lutte contre cette épidémie se pose désormais avec acuité. Le gouvernement traîne les pieds à délier la langue et pendant ce temps, les dirigeants de l'espace Mano sont ce lundi du côté de Bruxelles pour défendre l'idée d'un plan Marshall pour la relance des économies écrasé par donc, le poids d'Ebola dans les pays affectés. Et puis, donc, Gemalto France, dans la ligne des mires des organisations de la société civile africaine, en tout cas du CAN, un collectif d'organisations de la société civile africaine. Une plainte sera présentée ce lundi contre donc, cet opérateur qui est considéré comme le leader mondial de la sécurité numérique. Bienvenue à tous. Pour faire le débat, nous avons reçu pour vous ce soir Moufa Cissé. Il est directeur de publication du journal Le Rassembleur. Il arrive sur ce plateau pour la première fois. Bonsoir Moufa Cissé. Bonsoir Boubacar. Également sur ce plateau, donc, un habitué, Ibrahima Souri Diallo, dit Debek, connu sous le nom Debek. Il est donc journaliste attitré, connu, donc un visage connu donc, dans cette émission. Il est journaliste indépendant. Il est avec nous ce soir. Monsieur Diallo, bonsoir. Oui, bonsoir. Moussa Tatakourou Diawara du site d'information générale Mosaïque Guinée. Et tout de blanc vêtu, vous l'avez constaté. Amis téléspectateurs, il est avec nous sur ce plateau. Tatakourou Diawara, bonsoir. Bonsoir et prêt pour la révolution. Eh bien, alors, donc vous allez comprendre, ça va chauffer sur ce plateau tout à l'heure. Mohamed Mara, donc co-animateur de cette émission, Club de l'Actu. Il est journaliste à Espace FM. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Abouakar. Pour ouvrir ce débat, on y va tout de go avec ce qu'on a appelé cette semaine la valse des Condés. Au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, exit Alassane désormais, et donc Boulema Condé, un militaire, un général, connu pour être un homme de poigne. Que faut-il y voir donc, au détour de cette nomination? Nous allons ouvrir le débat avec vous, doyen. Et comment avez-vous perçu cette nomination, exit Alassane Condé, et désormais donc, les rênes de l'administration du territoire confiées à Boulema Condé, un militaire en général? Ce que je vois, sincèrement, c'est un militaire d'abord que je connais assez bien, qui a servi longtemps à l'intérieur du pays, qui vient pour les élections. Contrairement à ce qui a été avancé, que c'était pour la réforme de l'administration ou la décentralisation. Parce que pour intensifier la lutte contre Ebola. Ebola, tout ça, à mon avis, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. À mon avis, sincèrement parlant, M. Boulema Condé a été nommé pour préparer les 2 prochaines élections qu'on connaîtra certainement cette année. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Alassane Condé, quoi qu'on dise, était malade ces derniers temps. C'est quelqu'un qui a passé 2 mois à Paris pour des soins, ce qui n'a pas été dit, en tout cas sur les réseaux sociaux et dans certains sites. Mais ce qui reste évident, il était malade, il est âgé, il est fatigué. Donc le professeur a jugé nécessaire de faire appel à un proche à lui, parce que le monsieur Boulema Condé est un monsieur du Sérail qu'il connaît assez bien, qui a travaillé longtemps avec lui. Donc son retour sur la scène politique, moi, ne me surprend pas. La seule chose qui me surprend, c'est que c'est un militaire, alors qu'à un moment, le professeur nous avait dit qu'il, en tout cas, se débarrassait des militaires sous la pression de la communauté internationale. Bien. On va parler de Boulema Condé dans un instant, mais j'aimerais qu'on fasse un premier tour d'étape pour parler d'Alassane Condé, oui, de son passage donc, à la tête de ce département. Que peut-on inspirer donc, à l'actif de ce ministre, qui a quand même duré 4 ans au sein du gouvernement? Oui, vous savez, Alassane Condé, c'est d'abord un monsieur, si vous voulez, qui a été très proche d'Alpha Condé. Je me souviens, je crois que c'était en 85,
2005, quand il a été nommé ministre de la décentralisation, il a été, si vous voulez, un homme aussi de Lansana Conté, il a servi. Et c'est quand on l'a soupçonné d'être proche du professeur Alpha Condé que finalement Conté l'a limogé à un moment donné où il ne fallait pas, parce que Alassane Condé, il faut le rappeler ici, a été l'artisan même de la décentralisation en République de Guinée. Il a longtemps servi au Burkina avant de venir à Guinée. Donc c'est un monsieur qui connaît bien les grands dossiers, surtout de l'administration. Et si vous avez remarqué, il a beaucoup participé, en tout cas, en ce qui concerne l'administration au niveau de l'intérieur, la décentralisation, les collectivités au niveau de certaines préfectures du pays, notamment les 33 préfectures du pays. Il en a apporté beaucoup, en tout cas son grain de sel. Aujourd'hui, il s'en va, mais je vous dirais que cela est dû à son état de santé et non à autre chose. Donc il est renvoyé du côté du grand garage, comme on l'appelle, à la présidence de la République, à Sékou-Touré. Qu'est-ce que vous avez retenu, Moussa Tatakourou Diawara, de Alassane Condé, 4 ans à la tête du ministère de l'administration, sur un plan politique, puisque c'est lui l'interlocuteur avec les partis politiques, et il a souvent brillé par ses déclarations, ses annonces fracassantes, ses déclarations, on va dire, hors saison, et donc il a souvent ramé à contre-courant. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Bon, moi, je dirais que je l'ai connu tout dernièrement avec le gouvernement Alpha. Et j'ai vu quand même difficile avec les partis. Voilà, et comme M. Abokar Sira, le porte-parole de l'opposition, a avancé la dernière fois dans l'émission GG, comme quoi c'est quelqu'un qui n'était plus prêt pour faire le dialogue avec les partis politiques, ce qui n'était pas bien vu même par la communauté internationale. Absolument. Parce que la Guinée actuellement, nous partons vers des élections qui sont très très difficiles. Parce que nous connaissons que les élections communales, d'ailleurs, qui devaient être organisées avant les élections présidentielles, on ne croit pas si le temps qui nous reste maintenant pour jusqu'en décembre, voilà, pour nous permettre certainement d'organiser les élections communales et l'élection présidentielle. Parce que vous savez que les communes actuellement qui sont en Guinée ont dépassé la limite de leur mandat. Quand on sait que la dernière élection communale s'est tenue, je crois bien, en 2002, où le PIP, quand même, à l'époque, avait la force parvenue à mettre la main sur la plupart des communes. Absolument. En Haute-Guinée, je me rappelle encore que ça a créé des problèmes, parce qu'il y a Farana il n'avait laissé que la petite commune de Kouroussa à ORP Jean Kansier. Oui, il y avait Kouroussa, Farana, et puis Kankan, avec le maire, Madame le maire Mati, paix à son âme, qui a déjà rendu l'âme du côté du RPG. Donc moi, je me dis que actuellement, est-ce qu'il était bon d'enlever un Alassane Condé, comme il le dit que c'est son état de santé? Mais le problème n'est pas là. C'est de savoir maintenant qui est venu. C'est là où la grosse question se pose. On va te permettre tout à l'heure de répondre, puisque certainement vous connaissez un peu, vous avez fouillé dans le passé du général Bourema Condé. Certainement, vous avez des choses à nous dire là-dessus. Mohamed Mara, qu'est-ce qu'on peut retenir d'Alassane Condé, de son passage à la tête du ministère de l'administration du territoire? Disons, je veux peut-être vous dire ce que j'attendais plutôt de M. Condé dans un premier temps. Debek l'a très bien rappelé, c'est quand même le père de la décentralisation en République de Guinée. Une œuvre qui n'a pas été achevée. Donc je me suis dit, avec le retour de l'homme, on devait aller un peu plus loin. Simplement, j'ai observé, même si c'est vrai qu'il a réussi quand même à huiler un peu plus la machine de la décentralisation, mais il a réussi aussi une sorte de décentralisation, mais à l'envers, une sorte de concentration également des pouvoirs. Ça, c'est quelque chose d'absolument insolite. Je vous donne un exemple tout simple pour vous dire jusqu'où parfois, disons, ces prises de décision ont déréglé le système de la décentralisation en Guinée. Très récemment, il y a encore un an, on a créé une sous-préfecture, notamment la 304e sous-préfecture de Guinée, notamment l'île de Kassa, parce que c'était simplement une promesse du président de la République. Mais lorsque vous créez un tel département territorial, il est mieux justement de soumettre ce genre de questions à l'Assemblée. Parce que c'est à un niveau, la réorganisation territoriale ne peut pas relever que du seul ou du bon vouloir seulement de l'exécutif. Mais fait absolument insolite, c'est qu'on crée une sous-préfecture qu'on ne rallie pas à une préfecture. C'est quand même un cas unique sur le continent, dont vous ne pouvez pas trouver l'île de Kassa, qui est
à 30 minutes, un peu moins de 30 minutes dans les embarcations de la capitale Conakry. De la commune de Kaloum. Et de la commune de Kaloum, alors que Kaloum est une commune, vous faites bien Absolument, de rappeler. ouais. Donc l'île de Kassa est une sous-préfecture. Sur le plan juridique, c'est une situation absolument incongrue. Bon, ce sont quand même quelques contradictions. Maintenant, il y a l'autre côté. C'est que M. Condé, dans les conditions normales, devait être l'interlocuteur privilégié des partis politiques. Parce que c'est le département de tutelle, en réalité, des partis politiques. Mais quel est son rapport avec ces partis politiques-là? On a eu l'impression que durant les 4 dernières années, le monsieur a davantage brillé par une sorte d'arrogance quand même, qui ne disait pas son nom, et une sorte de mépris vis-à-vis des partis politiques. Cela, c'est quand même quelque chose, c'est quelque chose quand même qu'on peut constater. Et pour preuve, lorsqu'il s'est agi d'engager le dialogue avec l'opposition, à chaque fois, le président de la République a dû trouver des personnes autres que lui, justement, pour engager la discussion. Mais on ne peut pas faire porter l'échec, justement, du dialogue politique en Guinée sur le seul Alassane Condé. Quand on sait que la Constitution dévolue justement ce rôle-là au Premier ministre lui-même, qui ne fait pas aussi son rôle, brille davantage par son rôle d'imam que par un véritable rôle de chef de gouvernement. Absolument. Les Cissé, et de quel œil as-tu observé le passage de Alassane Condé à la tête du ministère de l'administration du territoire? Ouais, bon, comme le rappelait Débet tout à l'heure, Mohamed Mara, je crois que Alassane est perçu comme le père de la décentralisation en Guinée. Sur ce plan, il a beaucoup œuvré et il a été, je crois, ministre d'abord dans le gouvernement de Conté avant de se faire rappeler avec l'arrivée du oui, mais sous Alpha Condé, qu'a-t-il fait dans ce sens précis, dans ce cadre précis? Non, mais justement, on parle d'un fait, c'est-à-dire il faut savoir que être ministre de l'administration du territoire dans un pays africain est un poste vraiment très difficile. Souvent même qui est voué à toutes sortes de génomies. J'en veux pour preuve le tout premier passage d'Alassane Condé au gouvernement de Conté. En ce moment, il était aux prises avec ceux qui sont aujourd'hui ses amis. Et après, on a eu aussi Alcine Renaud Gomez, qui était traité de tout le nom d'oiseau dans les partis politiques d'opposition. Moussa Solano, j'en passe. Vous savez, il y a des postes auxquels vraiment on ne fait pas pour lesquels, lorsqu'on les aide, on n'a pas la sympathie de tout le monde. Mais, soit dit en passant, je crois que Alassane, il a fait ce qu'il pouvait. Si le président mais il a échoué dans le cadre de la promotion du dialogue politique et social. Non, mais justement, il faut savoir que le dialogue, depuis quand le dialogue a réussi en Guinée, non, il faut quand même. Il faut savoir, c'est-à-dire avant de poser un problème, il faut donner des précédents où un dialogue a pu aboutir. C'est pas un argument. Non, je crois. C'est pas parce que le dialogue a toujours échoué en Guinée que Alassane Condé ne pouvait pas mieux faire. Attendez que je termine. Donc, si vous avez le dialogue un peu difficile avec des positions figées. L'opposition vient déjà avec des positions tout à fait figées. Pour autant, on ne peut pas construire ce dialogue-là avec des propos Non, avec des propos je ne dis pas qu'il a eu des propos, parce que bon, quand même, il a eu quand même des propos que vraiment, qui ne sont pas dignes des ministres. Moi, je peux vous donner une preuve. Lorsque Dalin aurait reçu un prix au Sénégal, en tant que ministre de la décentralisation, il a dénoncé, ce n'est pas lui. Absolument. Ça, c'était le ORPG. Souvent, je crois que c'est... Non, oui, mais il a fait pire. Quand il est allé jusqu'à demander à Dalin quand même d'aller se plaindre ou d'aller pleurnicher en Somalie, c'était encore plus grave pour un ministre de la République. Ça, c'est quand même Alassane Condé. Non, je donne quand même un exemple. Laissez-moi terminer, monsieur Mara. Ok. Donc, souvent, il a eu à faire des bévues. Mais je crois que dans la situation en gros, son bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi je dis... Mi-figue, mi-raisin. Okay. Alors, on parle de Bourema Condé à présent. Est-ce qu'il a le profil du job? Non, mais avant Bourema Condé, juste une précision. Mara, vous permettez juste pour dire à Amfa que quand même, il y a eu des échecs. Quand vous prenez les relevés de conclusion du dernier dialogue, des accords du 3 juin, on n'a jamais pu mettre ces accords en application. Parce que, quelque part, ça ne fonctionnait pas au niveau de l'administration. Il aura même fallu un moment qu'on fasse appel au ministre de la Justice. Pour, en tout cas, pour conduire le dialogue à un moment donné, c'est parce que M. Alassane Condé, franchement, ne répondait pas aux critères de nous amener à un dialogue franc, sincère, qui allait aboutir à la tenue de ces élections dont nous souhaitons tous.
Allez-y. Non, mais attendez, Monsieur Condé, il y a quand même, Debek fait très bien de rappeler, et finalement, que le président de la République se soit vu à un moment donné obligé de demander au ministre Sako de s'occuper quand même de ce dialogue-là. Maintenant, il y a un fait fondamental que vous semblez omettre. C'est que la Constitution et même tous les accords pratiquement que nous avons obtenus ces 4 dernières années tendaient vers quoi? C'est qu'il fallait dépolitiser quasiment l'administration. N'oubliez pas qu'un ministre de l'administration du territoire, c'est le ministre du quotidien. Ailleurs, on appelle ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, mais c'est le ministre du quotidien. Mais au quotidien, à quoi avons-nous assisté? Et nous avons vu dans la nomination parfois de certains sous-préfets qui sont quasiment des demi-dieux. C'est pas pour rien que ces dernières années, vous voyez que dans les sous-préfectures, des populations pourchassent maintenant ces administrateurs locaux. Donc, et à tous les niveaux, on a dénoncé parfois, disons, l'implication des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets dans le processus politique. Donc, à ce niveau-là, à mon avis, c'est un échec patent. Maintenant, l'argument trouvé par le gouvernement, à mon avis, doit nous interpeller. Parce que c'est vrai, on peut dire, oui, c'est juste la façade. Mais est-ce que le président de la République, en validant un tel texte, n'est pas en train aussi de dire que l'échec aussi, constaté au niveau justement de la riposte à Ebola, que le monsieur n'a pas pris toutes ses responsabilités. Oui, bien sûr. Voilà, ça que quelque part aussi, il a bien noté dans le communiqué qu'il a diffusé dans la foulée de la nomination du général Bourema Koné. Justement, on parle de Bourema Koné, et quand on observe bien le procès Alpha Condé, qui ne fait rien pour rien, il y a forcément des calculs politiques derrière donc la venue de Bourema Koné. Absolument. Est-ce que d'abord il a le profil du job, Bourema Koné, dans le contexte actuel? Il a suffisamment le profil parce que c'est un grand parolier, mais aussi un grand théoricien. Il faut le dire parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît bien. Il a été longtemps, et si vous voulez, à l'intérieur du pays, certainement Tata Kourou le rappellera tout à l'heure ici. Il a été sous-préfet dans plusieurs préfectures du pays, préfet, après gouverneur. Il a longtemps servi, donc il connaît bien ce secteur, il connaît bien l'administration territoriale. Maintenant, ce qu'il va apporter au pouvoir, c'est ce qu'il faut attendre, ce qu'il a convenu avec le professeur, puisqu'il était dans l'arrière-cour, il était à Sectoria, et le professeur avait un œil sur lui, bien qu'il était finalement allé à la retraite. Donc il l'a rappelé. La seule chose peut-être qui générait dans sa nomination, c'est le fait qu'il soit militaire. Donc moi je ne sais pas s'il réussira quand même à rapprocher les camps pour que nous puissions aller à des élections. Et il faut craindre un tour de vis, il faut craindre des élections. Absolument, parce que l'opposition voit déjà un tour de vis dans sa nomination, parce que l'opposition se dit, ah, ce monsieur n'a pas été nommé juste pour, par exemple, combattre l'épidémie Ebola, mais il a été nommé plutôt contre nous pour aller aux élections. Donc aujourd'hui, c'est clair et net que M. Bourema va faire, si vous voulez, le boulot du professeur Alpha Condé pour nous amener aux élections. Bourema Koné pour faire le sale boulot? Bon, moi, contrairement à mon grand frère, je reste pessimiste. Parce que ce monsieur, je le connais depuis l'école primaire. Je connais son passage, ce qu'il a fait à Banankoro. À l'époque, il avait promis à Conté qu'il peut déstabiliser le RPG en Haute-Guinée. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait entreprendre comme chemin? C'était Banankoro, où c'est-à-dire les soutiens, c'est-à-dire les bailleurs de fonds du RPG exerçaient leurs activités, les diamantaires. Il a été nommé là-bas en 98. Et je sais ce que ce monsieur a fait aux militants du RPG. Je me rappelle d'un certain Mamadi Diawara qu'il est venu surprendre en plein meeting, qui était le secrétaire politique à l'époque de la sous-section du RPG de Banankoro. Il l'a déshabillé, marié à 3 femmes. En public. 13 enfants, déshabillé nuit, lui faire monter sur la table devant les gens. Devant tout le monde. Ça, c'était en 99 à Banankoro. Je continue. Qu'est-ce qu'il lui reprochait? Il lui reprochait d'avoir organisé des meetings souvent au siège du RPG qui ne sont pas autorisés. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a arrêté un certain monsieur Ibrahim Kondé, qui était le seul professeur de mathématiques du collège de Banankoro. Il a été remis au béret rouge parce que Bourema Kondé est venu à Banankoro avec un contingent de béret rouge. Mais c'était la dictature totale. Il était plus dangereux que Lansana Conté. Parce qu'on se disait qu'on a envoyé Bourema Kondé parce qu'il est malinqué. Il faut que lui va contre ses parents malinqués et c'est lui qui pourra les traiter. Et moi, j'apprends à nos hommes politiques aujourd'hui. Parce qu'il faut que ça soit dénoncé. Il faut que nos hommes politiques changent de comportement. Quand tu es avec la droite, il faut être modéré. Parce que tôt ou tard, c'est possible que la gauche vienne au pouvoir. Et quand tu n'es pas modéré avec la droite, ça sera très difficile pour toi de changer. Même quand tu changes,
nous, on va te dénoncer. Monsieur Ibrahim Akal Kondé, le professeur de mathématiques du collège de Banakoro a été arrêté. Il a été remis au bureau rouge. Chaque matin, il recevait 150 coups de fouet. Étalé sous le soleil. Pendant un mois, après sa libération, 20 jours après, il a rendu l'âme. Conséquence, Banakoro a été privé d'avoir un professeur de maths pendant plus de 5 ans. Banakoro n'a pas eu un professeur de maths. Je continue. Ouais, même pour parler son nom, en causerie, c'était un problème. Qu'est-ce que nos parents ont fait? On trouvait son nom, autrement on disait Bagama Bandou. Bagama Bandou, vous savez qu'il a été un féticheur à Ségiri qui pouvait coincer n'importe quelle personne, même en passage, et puis tu rends l'âme après. Donc on se servait de ce nom-là pour parler de Brahma Kondé. Bagama Bandou, dans les causeries, pour parler, parce que pas dire même son nom, Aboubakar, si tu le prononçais, on allait venir te demander pourquoi tu as prononcé son nom. Il a quitté là-bas, il est parti à Mandiana. Il est venu, il a amadoué tout le monde, il a donné le courant tout de suite. Les gens ont applaudi. Brahma Kondé est venu. Première mesure. Pendant la saison des pluies, tu mets ton pied dans les mines d'or, c'est fini pour toi. Tu vas en prison à Cancan jusqu'à ce que... Oui, il a commencé ça quand même pour la bonne cause. Quelle cause? Est-ce que tout le monde peut être cultivateur, mon ami? Nous, nos parents, écoutez, laissez-moi avancer. Mais est-ce que c'est la manière? Non, écoutez. Est-ce que c'est la manière, la violence? L'exploitation artisanale, nous, nos parents... Non, écoutez-moi. Qui vous a dit ça? Ça s'est fait, mon frère. Je suis d'un village. Non, écoutez. Non. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui était derrière tout ça? Parce que Conté avait dit à l'époque que c'est lui, Séné Samo, le roi des champs. Il avait des plaines à Kounda là-bas. Donc, comme Conté a donné le ton de Séné Samo, il faut que tous les paysans soient Séné Samo. Ça, non, même. Pour finir. Écoutez-moi, moi je ne finis pas, je continue. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres personnes étaient obligées de fuir Mandiana, immigrer à Sigiri, à Kankan pendant la saison des pluies, pour faire leur activité minière et se retourner à Mandiana pendant la saison 16. Ça, vous savez, c'est des choses qui ne sont pas normales. Même si on doit le faire, par la manière du dialogue. Il vient de dire que c'est un homme oral. Je me rappelle bien qu'il s'est communiqué. Mais pourquoi il n'a pas communiqué avec nos parents pendant que les gens souffraient, on les arrête, on les envoie à Kankan, soit au camp de Kissidougou, on les torture, on fait tout avec eux. Abakar l'a rappelé, il était Et puis quand il quittait à Mandiana, qu'est-ce qu'il a fait? Le courant qu'il a fait rentrer, il a enlevé les poteaux, les fils. Les preuves sont déjà encore là-bas. Mandiana avait le courant quand il est venu. Donc, en partant à Kankan, il a enlevé les poteaux. Le nom, mais vous ne retenez rien de bon Moi, je ne retiens rien de bon de Bourama Kondé. La nomination de Bourama Kondé par le professeur Alpha Condé a fait pleurer cette population de Banakoro et de Mandiana qui ont subi des moments difficiles, des moments de torture à l'époque avec ces généraux. Franchement, je suis pessimiste. Un peu le cœur non, pas de cœur, mais c'est une preuve, ça reste encore là-bas dans l'histoire. Il y a des blessés qui sont là-bas. Ils sont pas, tout le monde ne peut pas mourir. En même temps, les gens sont là-bas. Voilà. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà du cœur. Est-ce que c'est le même Bourama Kondé aujourd'hui? Je pense que c'est l'homme d'État qu'il faut voir. Est-ce que, Mohamed, on peut attendre quelque chose d'assez intéressant de ce nouveau ministre qui a d'ailleurs pris fonction vendredi? Oui, vous savez, j'ai écouté avec beaucoup d'émotion quand même, disons, voilà, le récit de Tatakourou. À mon avis, c'est un message qui ne doit pas être destiné qu'à Bourama Kondé. Hein, mais tous nos politiques, lorsque vous êtes aujourd'hui en fonction, à mon avis, vous devez faire très attention. Vous savez pourquoi lui se souvient de tous ces détails? Parce qu'il était jeune, très jeune à l'époque. Donc aujourd'hui, il a encore du mal. 5e année. Voilà, aujourd'hui, il a du mal à oublier un peu ces affres-là. Maintenant, c'est vrai que seuls les imbéciles ne changent pas, comme on le dit. Ce que je veux aussi reconnaître, c'est que lorsque Bourama Kondé a été nommé d'abord préfet, puis gouverneur en Zérékoré, c'était une période extrêmement sensible. On était même d'abord en pleine période de transition. Et cette région telle qu'on connaît, qui est comprise entre la Côte d'Ivoire qui était à l'époque encore déstabilisée complètement, je dirais même sous le feu encore de la crise, mais aussi le Libéria qui n'était pas complètement stabilisé, la Sierra Leone. Donc, on l'a quand même envoyé là-bas comme étant un officier. Dans le bec du perroquet. Mais curieusement, si vous avez fait attention, les populations de Zérékoré, par contre, ont gardé d'excellents souvenirs. Si vous vous rappelez, même lorsqu'il y a un an, au mois d'août, notamment 2000, moins d'un an d'ailleurs, même au mois d'août dernier, quand il y a des problèmes à Zérékoré, curieusement, c'est lui qui a été envoyé et les populations quand même, de ce côté-là, l'écoutent. Ça veut dire, attendez, je vous ai beaucoup écouté, mais ça veut dire quoi? C'est que tout homme, quelque part, peut changer.
À mon avis, avec l'âge, quand vous évoluez, forcément, vous vous assagissez. C'est ce que je pense. Maintenant, de l'autre côté, le profit de l'homme, moi je me dis, à partir du moment où Alassane Condé n'était plus un interlocuteur pour, disons, l'opposition et la classe politique en général, il fallait forcément trouver un autre homme. Maintenant, ce qu'il faut retenir, lorsque j'entends aussi « Ah, il vient pour truquer les élections », je ne suis pas totalement d'accord. À mon avis, c'est un discours politique dans lequel il ne faut pas tomber. Il est expert en ça. Non, attendez. Parce que les voix de la Haute-Guinée qui ont été annulées, les voix de la Haute-Guinée qui ont été annulées en 98, c'est eux qui étaient à la base. Attendez. Quand on a annulé Mandiana, on a annulé Manakoro. S'il vous plaît, monsieur Diawara, n'oubliez pas que nous parlons pour les téléspectateurs. Eux ne connaissent pas tout ce que nous expliquons. Nous avons le devoir de leur expliquer pour qu'ils comprennent mieux. Donc, respectons un peu les règles du débat. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas que selon nos textes en Guinée, le ministère de l'administration du territoire n'organise pas les élections. Ça, c'est assez clair. Donc, les rôles aujourd'hui qu'on veut dévoluer à monsieur Condé, au général Condé, en réalité, sont un peu extrapolés. Mais n'oubliez pas. Il n'aura pas tout ce pouvoir, et à mon avis. Mais n'oubliez pas, c'est trop facile, Mohamed Mara. Écoutez, je pense qu'on va se comprendre. Mohamed ne va pas oublier ne va pas nier le fait que le ministre de l'administration du territoire, c'est lui quand même qui est le chef d'orchestre. Qui est le partenaire de la CENI. Quel partenaire? Absolument. Il n'est pas le partenaire technique de la CENI. Mais la question du rôle des administrateurs territoriaux, en tout cas, je suis d'accord. Ils ont une influence. Alors justement, je suis d'accord à ce niveau-là avec vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la Guinée a changé. Bourema Condé ne peut plus faire ligoter même un gamin de 8 ans dans ce pays sans que... Attendez. La dernière fois, il s'est jeté sur un mototaximètre. Il s'est jeté sur un mototaximètre qui a failli le renverser devant tout le monde. Vous pensez à l'homme. Je connais l'homme. Vous pensez... Non, je pose cette question. Chacun de nous est une sentinelle. Oui, je pose cette question. Et Bourema Condé le sait. Vous pensez qu'il peut travailler vraiment à rendre l'administration neutre dans le cadre de ces élections? Écoutez, je ne pense pas que le président de la République lui-même ait cette volonté. Alors, encore moins Bourema Condé, je ne crois pas. Maintenant, il est justement du rôle aujourd'hui de nous, la société civile. C'était la presse et toutes ces organisations-là. D'ailleurs, tout à l'heure, on en viendra. Parce que de l'autre côté, on apprend déjà que les sociétés civiles africaines veulent même porter plainte contre l'État guinéen à Paris. Donc, c'est notre rôle, à nous, société civile, s'il y en a encore une de crédible en Guinée, mais aussi c'est le rôle des partis politiques ensemble pour veiller à avoir des élections crédibles. Parce que si on n'en a pas, ça veut dire qu'on va vers une crise dont, disons, les lendemains pourraient être fâcheux, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, pour notre pays qui traverse des moments extrêmement déjà difficiles depuis 2 ans. À votre avis, pourquoi Alpha Condé a choisi Bourema Condé? Bon, je ne réponds pas directement à la question, mais je m'étonne qu'aujourd'hui, en 2015, que les gens se disent que certains pensent que le ministre de l'administration du territoire peut donner le résultat ou faire le résultat d'une élection. Même déjà en 2010, l'administration n'a pas eu un grand rôle. Mais tout le monde sait que l'administration territoriale en Guinée n'est pas neutre. Non, elle n'est pas neutre. Elle joue un rôle éminemment important et essentiel dans l'organisation des élections. Vous écoutant, vous avez oublié ce qui s'est passé en 98. C'est pourquoi c'est une question qui a toujours figuré à bonne place dans les revendications de l'opposition. Vous n'allez pas quand même nier cela. On peut l'écouter. Oui, allez-y. Oui, d'abord, je crois que Tatakourou est très jeune. Quand il me parle de 98, je crois qu'en 98, il se passe beaucoup de choses qui ne peuvent plus se passer. Absolument. Moi, j'avais déjà l'âge de voter en 98. Okay. Donc, je le dis, on peut prendre pour exemple seulement l'élection qui s'est passée en 2010. Qui a organisé? Non, c'était une transition. Mais est-ce que lui, là... Allez-y. Vous pouvez au moins écouter. Acceptez, Mva. Allez-y, mais c'est le débat quand même. C'est le débat. Acceptez, allez-y. Ça, c'était peut-être, comme tu le dis, une transition. Mais c'était un gouvernement qui l'a organisé. Il y a eu une espèce de neutralité de l'administration. Et puis, je vais vous dire quelque chose à Bouaka. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du Guinéen. Ce n'est pas possible au jour d'aujourd'hui que des partis politiques ayant présenté des candidats, ayant des représentants des bureaux de vote, ayant des choses puissent être... Tout le monde sait ce qui se passe. Ce n'est que de la république. C'est le vote populaire n'est que de la république. On a vu à Mandiana le nombre d'inscrits, le nombre d'inscrits, le nombre de votants. Non, même les poulets ont voté. Justement, sur le nombre d'inscrits... J'ai comme l'impression que nous ne sommes pas sur la même planète que vous. Attendez, sur le nombre d'inscrits dépasse le nombre de votants, mais
c'est vraiment, c'est aberrant. Ah oui. Ah bon? Hein? Pardon, j'ai pas compris. Mais Non, logiquement, il disait si le nombre de votants, d'inscrits- il dit que le nombre de votants dépassait d'accord. le nombre d'inscrits. Ah, Mais d'accord. si le nombre de votants dépasse le nombre d'inscrits, c'est vraiment aberrant. Ah oui, c'est C'est clair. aberrant. Et c'est C'est des cas que comme les ça. partis politiques déjà qui se sont présentés là-bas n'ont vraiment Il y en avait même Mais pas, on se on rappelle les aussi qu'il y a acceptait même eu pas. zéro, Bien. on se rappelle aussi qu'il y a eu Oh, zéro oh, oh, vote nul. on va C'est quand même- pas c'est quand même- revenir. zéro Non, bulletin nul quand non, même. non, Revenons ici, tout à fait, Révélant, parce que- c'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise, il ne faut jamais faire des préjugés. Absolument. Hein? On ne sait pas les raisons de santé d'Alassane Condé peuvent être une raison. Il peut y avoir d'autres raisons. Le président de la République... Non, la question dans son n'est plus pouvoir- sur Non, non, l'éviction de... Attendez, dire d'Alassane Condé. il est venu pour faire l'affaire du président. Je crois que c'est allé un peu trop. Oui, mais on connaît Alpha Condé, on connaît le professeur Alpha Condé, Lui, qu'est-ce qu'il a qui fait? est le très professeur? calculateur. Non, non, Et qui non. ne pose pas d'actes. Ah, toi, t'es qui pas ne sont- calculateur, Mais bien Bouaka. sûr, mais Alpha Condé, le président Alpha Condé, c'est quand même un fin stratège Non, politique. je voulais ici... Non, non, attendez, dénier. que je termine C'est avec un lui. fin stratège politique. On ne Oui. peut pas le dénier quand même. Non, non, oui, c'est Ah. un stratège politique. Un fin limier politique. Non, non, hein. un fin limier, comme tu le dis. Oui. Tu peux utiliser d'autres superlatifs. Mais ce que j'ai à te dire, et que je veux que tu comprennes, Oui. peut-être que Alassane est arrivé au bout du chemin. L'autre prend la relève. Certains, bon, moi, je ne reviens pas sur ce que Tatakoura a dit. C'est vrai qu'à un moment donné, l'administration guinéenne est en train de se réformer. Tous les cadres de l'administration étaient les esclaves du président de la République. Non. Ils agissaient. À non, Sigiri, attendez, c'était pas la même attendez, chose. non, Nawadame est venu là-bas, il a fait 3 ans avec nous. Il a tout fait. Sigiri, qui n'a pas accepté 5 de ses fils comme préfet, a accepté Nawadame à l'époque pendant 5 ans. Même un 9, on n'a pas cassé. Bien. Donc, c'est de bons exemples quand même. Non, Mais non, non, j'espère. je le dis. Il faut Attendez, espérer, oui, pour attendez. terminer, parce que... Bon, oui, il faut qu'il arrête de mettre. Non, mais allez-y. Non, C'est un débat, il faut accepter. C'est un débat. Contradictoire. Non, non, Ok. mais... Merci. Grand frère, tu Mais m'excuses. Allez-y. Bon, ok. bon, bon, maintenant, pour dire, je crois que l'homme, je l'ai vu à Zéro Corée en 2009, j'étais avec lui, c'est vraiment un bon conciliateur. Je crois que à ce stade-là, si notre opposition essaie quand même d'aller au dialogue, et les partis de la mouvance présidentielle, puisque quand même le blocage c'est en général des deux côtés. Ouais. Et je crois qu'il pourra peut-être réussir ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu. C'est tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur quand même à notre pays, que le nouveau ministre de l'administration du territoire reprenne, comme on le dit, le rôle qui lui est dévolu, le rôle de fer de lance donc, de la promotion du dialogue politique dans notre pays. Et on s'adresse à Gemalto Mohamed Mara, qui est donc dans la ligne de mire d'un collectif d'organisation de la société civile. Gemalto, qui est donc déjà contesté quand on parle de plainte, et quand on sait que c'est cet opérateur qui est provisoirement choisi en Guinée pour nettoyer le fichier qui va servir donc à la présidentielle 2015, ça nous amène à nous poser des questions. Oui, bon, quelques associations de la société civile guinéenne oui, voilà, justement, qui s'allient aujourd'hui à d'autres associations de la société civile gabonaise, ont décidé, disons, de faire front commun contre Gemalto. Quand même, Gemalto, il ne faut pas l'oublier, c'est le leader mondial de la sécurité numérique aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lui dénier. Mais sauf que il y a quand même l'exemple gabonais dont on se souvient. Fort malheureusement, les élections de 2009, on le sait tous, qui n'ont vraiment pas été transparentes là-bas. Et après, on a rebloté, rappelez-vous, parce qu'il y a eu des élections, le Gabon que vous connaissez bien, il y a eu des élections municipales, au cours de laquelle on a constaté que, par exemple, même les cartes d'électeurs qui ont été distribuées n'étaient pas en réalité des cartes numériques. Sinon, même nous, Guinéens, on connaissait ces cartes numériques chez nous. Ouais. Donc, à partir de ce moment, eh ben, il y a eu, disons, un procès déjà intenté contre Gemalto au niveau du tribunal même de Libreville. Donc, vu qu'il y a ce contentieux-là, et curieusement, on a l'impression que c'est le même mode opératoire. Parce qu'ils sont arrivés quand même au Gabon avec un marché, disons, de plus de 30 millions d'euros, comme ça tout de go, et sans appel d'offres.
il y a quand même assez de similitudes avec notre pays. Quasiment, c'est la même situation qui s'est présentée ici. Oui, c'est vrai qu'il y a un appel d'offres ici, hein, ce qu'il ne faut pas... Oui, il y a eu un appel d'offres ici, mais tout le monde sait dans quelles conditions finalement Gemalto a été choisi. Et avec, il y a eu énormément de suspicions. Justement, avec toute cette suspicion, j'ai l'impression que la société civile est en train aujourd'hui de rejoindre à peu près, en tout cas ces associations, hein, parce que ce n'est pas toute la société civile guinéenne qu'il faut préciser. Donc, ces associations ont décidé mardi, déjà dans 2 jours, donc le 3 février, de faire une conférence de presse à Paris, et, au cours de laquelle elles vont annoncer cette plainte-là contre Gemalto pour, disons, pratiquement de corruption avec vis-à-vis, disons, d'agents étrangers. Parce que vous savez, en France, tout comme aux États-Unis, il y a un cas similaire. On le verra tout à l'heure dans les mines. Lorsque vous êtes une entreprise et que vous allez à l'extérieur, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Absolument. Surtout si vous vous livrez à des pratiques de corruption. J'aimerais bien voir ce type d'exemple quand même chez nous. Ben, si vous revenez, on vous tape dessus. Donc, Gemalto aujourd'hui fait face, à mon avis, c'est quand même sérieux. C'est vraiment quelque chose qui va écorner son image, parce que c'est une année électorale sur le continent. Je vois mal combien de pays pourraient désormais recruter un tel opérateur avec, disons, toute cette odeur de scandale derrière. C'est un peu ça. Finalement, la question... Que Gemalto n'amène surtout pas la guerre dans nos différents pays. Qu'est-ce que nous voulons? C'est des élections transparentes, crédible et acceptable par tous. Et donc, franchement, qu'au lendemain de ces élections, qu'on assiste à des événements... mais pour y arriver, il faut... Oui, parce que là, c'est des casseroles. Le rôle de l'opérateur est L'opérateur est rattrapé par un passé récent. Il traîne des casseroles, un point barre. Ok? À Libreville. Absolument, aujourd'hui, on va même se poser des questions. Est-ce que Gemalto doit conduire? En tout cas, est-ce que Gemalto doit être l'opérateur technique en Guinée? On se pose la question aujourd'hui. Parce que si demain, l'opérateur est condamné du côté de Libreville, il va sans dire qu'en Guinée, on va se poser des questions sur vraiment le processus électoral qui est en cours. Vous savez déjà... Pour terminer, cette plainte quand même, ça vient comme une chance pour la Guinée. Si jamais elle aboutit à une condamnation de Gemalto, ça peut pousser les autorités de la CENI... alors là, pas du tout. Juridiquement, pas du tout. Parce que le choix de Gemalto n'est que provisoire. Non, mais attendez, le choix de Gemalto, vous l'avez dit ici qu'il y a eu un appel d'offres. Mais on sait dans quel contexte cet appel d'offres a eu lieu. Le cahier des charges a été rédigé par un premier opérateur américain qui a été choisi dans quelles conditions. C'est ça, il faut se demander. Tout le processus a été biaisé, il faut le reconnaître. Totalement biaisé. Aujourd'hui, on se demande franchement... Je ne sais pas, M. Marat, vous avez posé la question. M. Marat a posé et a parlé du problème de Gemalto avec certaines associations de la société civile. Mais là, peut-être qu'on ne se comprend pas. Le problème, c'est un problème de détournement de la société civile gabonaise accuse Gemalto. Et Gemalto, de son côté, dit ne pas avoir détourné un franc et est prêt à lui montrer tous les versements qui ont été effectués par le gouvernement. Oui, mais tant qu'à le faire, dans le procès. Tant qu'à le faire dans le procès, oui. Le problème qui est là, c'est moi je pense que c'est plus un problème de gestion des fonds que plus... Attention. Ah non, c'est lié aux élections. C'est lié au processus au Gabon. Le deuxième procès concerne les 588 000 électeurs des choses. Non, d'accord, moi je sais que, vous savez, il faut que, à certains niveaux, on essaie de mesurer les portées. La question, emphasisée, avec ce passé tumultueux, est-ce qu'il faut remettre l'opérateur Gemalto en cause? Avant de l'avoir tué, il y a une plainte. Si Gemalto est vraiment coupable, je crois qu'à notre niveau, on doit se poser des questions. Absolument. C'est bien que vous nous rejoignez finalement. Absolument. Dans le cas parce qu'on a une opposition plus violente que celle non, parce que vous le parlez déjà, vous comme si c'était une affirmation. Alors qu'on est au niveau... Non, on est au stade d'un procès. Il y a une chose très importante dans cette affaire qu'il faut remarquer tout de suite. Là, ce ne sont pas des partis politiques quand même qui poursuivent Gemalto. C'est quand même la société civile. Mais on connaît la société civile africaine. Dans ce cas, je ne vais pas vous écouter. Parce que vous-même, vous êtes un acteur de la société civile.
sur laquelle vous êtes en train de jeter le discrédit, à partir de ce moment, vous-même, votre crédibilité, oui, mais cette question, peut-être pour terminer, vous pensez que ce procès qui va s'ouvrir contre Gemalto vient donc mettre l'eau à la bouche de l'opposition guinéenne, qui peut donc prendre appui sur ce procès pour dénoncer, continuer à dénoncer Gemalto? En tout cas, qui veut tirer son chat, l'accuse de rage. Ah, voilà, de rage. Surtout que la rage semble maintenant exister. Voilà, exister du côté de notre pays. Moi, je crois qu'on a une opposition qui ne va pas tout tolérer. Cette affaire-là, ils vont pousser. Ça trouve déjà qu'il y a un brin de sel là. Dans la sauce. Voilà, dans la sauce, donc il faut aller au bout. Moi, je ne crois pas. Bon, on dit rien. C'est une procédure judiciaire. On va attendre à ce qui va sortir. C'est pas parce qu'on a déposé une plainte que c'est avéré que vous êtes coupable. Bien. Comme il a dit, on va attendre. Il y a un fait qu'il faut absolument souligner. C'est un fait, moi, qui me fait pas rire. D'accord? Mais pas du tout. Il s'agit là de la destinée de nation. D'accord? Parce que la paix est au bout. La paix est au bout. Nous sommes aujourd'hui dans une situation sécuritaire ouest-africaine extrêmement délétère, extrêmement explosive. Nous ne pouvons pas nous tailler le luxe d'un lendemain électoral tumultueux en Guinée. On ne peut pas. Si déjà, à l'origine, les règles du jeu sont biaisées et que les acteurs ne s'entendent pas, à mon avis, aujourd'hui, mieux vaut aller à des discussions, mieux vaut, disons, des négociations et des traités, disons, qui ne satisfont pas tout le monde, que de ne pas dialoguer du tout. À mon avis, il faut discuter toute cette histoire de Gemalto. À partir du moment où il y a de fortes suspicions, déjà dans un autre pays, rappelez-vous, le couple Sabari-Weymak, c'était justement son passé quelque part que les opposants en Guinée remettaient en cause. Aujourd'hui, c'est Gemalto qui vient, et là, il n'y a pas que des Guinéens qui pourchassent quand même Gemalto, c'est aussi des Gabonais. Comment pouvez-vous expliquer que vous soyez le leader mondial de la sécurité numérique et que le document que vous émettez n'en comporte même pas une seule mesure de sécurité? Comment pouvez-vous l'expliquer? Donc quelque part, il faut aujourd'hui, à mon avis, que immédiatement le ministre Burema Condé qui est arrivé essaie de mettre en confiance l'ensemble de la classe politique. C'est extrêmement important sur cette question-là. Oui, d'autant plus que notre paix à nous tous en dépend. Bien, d'autant plus que d'autant plus que toute la classe politique, en tout cas l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans ce processus électoral ont encore une marge de manœuvre, puisque c'est pas un choix définitif et c'est un choix qui doit être entériné. Donc ils ont la possibilité de remettre en cause cet opérateur. Donc cette conférence de presse du CRAN prévue lundi et mardi plutôt 3 mars du côté de Paris, à la maison des associations. On va évoluer dans cette émission. On parle d'Ebola à présent. Ebola, M. Diallo, le gouvernement avait promis de faire une grande communication sur la gestion des fonds mobilisés dans le cadre de la lutte contre cette épidémie. Parce que je l'avais annoncé sur ce plateau la semaine dernière. Mais finalement, on n'a vu rien venir. Absolument. C'est le ministre des Finances. Oui, non, mais le ministre des Finances nous avait habitués, en tout cas des points de presse, pour faire la situation très sérieux, des fonds gérés par la coordination de riposte contre Ebola. Mais nous avons tous été surpris la semaine passée d'apprendre que des proches, en tout cas du pouvoir actuel, dont les femmes d'ailleurs, ont abusé des fonds de cette coordination. Des ONG ont été créées par-ci, par-là, pour sortir des milliards de francs. On a cité par exemple la femme du ministre de la Communication, la femme du ministre de la Santé. Donc aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'on a fait avec tous ces fonds. Pourquoi nous sommes jusqu'ici en train de vivre avec Ebola? Parce que en direct, on me fait signe que le ministre a mal géré. On me signale à présent en direct que le ministre a tenu sa conférence de presse vendredi dans l'après-midi, au moment où nous enregistrons cette émission, le ministre de l'économie et des finances. Alors qu'il fasse le point sur le scandale qui éclabousse actuellement la coordination, parce que les fonds mis à la disposition de cette coordination ont été très mal gérés. Je veux même ici inviter le gouvernement à engager un audit au sein de la coordination pour qu'on cherche réellement qu'est-ce qu'on a fait. Mais un audit indépendant, totalement indépendant, je le rejoins, pour qu'on puisse nous situer par rapport à tous ces fonds qui ont été mis à la disposition de la coordination. Absolument, allez-y, Moussa. Moi, je voudrais dire, je voudrais suivre mon grand frère, quand il y a un audit, il faut que nous soyons tous impliqués dedans, même les journalistes. On connaît ces pays-là. Moi, je ne peux pas comprendre le Mali qui n'a pas été touché comme la Guinée. Mais Aboubakar, quand vous mettez pied à Kourémané, à la frontière du Mali, vous allez savoir que c'est un pays qui est déjà prêt à faire, qui a tout mis en place
pour quand même prendre la température des gens, les cordons sanitaires de Bamako. De Kourémalé à Bamako, on en trouve plus de 12. Mais il faut aller à la gare routière ici aujourd'hui, prendre une voiture pour aller à Sigiri, pour aller jusqu'à Kourémalé. À partir de la gare routière jusqu'à Kourémalé, personne n'est là pour prendre la température des gens et les passagers viennent, ils rentrent en même temps dans une... Mais pire, on transporte des cadavres. Oui, ils rentrent dans une voiture, ils décollent ici ensemble, quand Sigiri, et connaissant l'état de la route d'Aboula, Kouroussa aujourd'hui qui fait 6 heures, facilement à la rentrée des grandes villes. Qu'est-ce qui m'a étonné la dernière fois quand Commandant Barry a envoyé un message dans l'émission de Grande Gueule comme quoi il y a un cadavre qui est venu au qui a été transporté. Ouais, comment un cadavre pendant cette période d'Ebola peut dépasser le barrage de Kaka et le barrage de 36 où il y a les militaires, les Béréourous qui sont assis là-bas. Vous voyez un cadavre actuellement, la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je crois qu'il faut tout simplement, rapidement appeler le 115. Le 115 pour que... qui ne fonctionne pas. Mais Aboubacar, c'est un laissez-passer. Pourtant, le service existe. Hein. Ah ben, c'est la honte. C'est la honte. Il y a quand même deux choses que moi j'aimerais relever autour de la coordination. Hein. Parce que très souvent, on n'en parle pas. C'est son fonctionnement. Quand on dit coordination, c'est différent du comité qui avait été installé dans un premier préalablement. Comment ça fonctionne? La coordination, c'est 12 Guinéens, d'accord? Et disons que chacun est un petit coordinateur d'un domaine, que ce soit l'éducation, la communication, santé, la communication, ainsi de suite. À ces 12-là sont greffés 35 partenaires, donc organisations internationales qui évoluent justement dans cette riposte à Ebola. Ça, on ne le signale pas assez. Quand on dit coordination, tout le monde voit uniquement ces Guinéens-là. Mais figurez-vous que chaque vendredi matin, eh bien, ces gens-là se retrouvent. Même les chiffres qui nous sont communiqués, en réalité, sont revus avec l'ensemble de ces partenaires-là qui travaillent sur le terrain. Ensuite, les chiffres sont corrigés avant d'être mis à la disposition des Guinéens. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, il y a une escroquerie, mais je vous dis, qui ne dit pas son nom à l'échelle internationale. Eh bien, les Guinéens ne sont que des petites couilles dans cette histoire-là, je vous le dis. Il y a ce qu'on appelle, disons, le job security. C'est quoi? Vous avez quelqu'un qui dispose de diplôme, qui se trouve dans un pays, disons, occidental développé, mais qui ne peut pas exercer toutes ses compétences ou qui n'est pas suffisamment payé. Qu'est-ce qu'on fait? Le pays annonce, par exemple, pour la Guinée, on annonce 60 millions d'euros, on va aider, on va l'injecter directement dans la lutte contre Ebola. Dans l'entendement de la population, la coordination de la Guinée a reçu 60 millions. Mais comment ça se passe? Il faut l'expliquer pour que les populations comprennent. Lorsqu'on, par exemple, donne ces 60 millions, ces experts-là qu'on nous envoie sont payés dans ces 60 millions. Et à des salaires mirobolants. Ça, c'est une réalité. Ils sont logés dans des hôtels. Ici, 5 étoiles, le Palme, c'est pas n'importe qui y va. Ou ici, ils sont dans des villas. Moi, j'en ai vu ici qui sont payés parfois à 5 000, 7 000, 8 000 euros mensuellement. Ça sort également de ces subventions, de ces 60 millions d'euros par exemple. Leur déplacement, les frais de carburant, tout ce qui est fait vient de là, leur per diem, ça vient de là. Vous comprenez? Donc à partir de là déjà, et une partie est redirigée vers ces ONG internationales qui évoluent en Guinée. Sur peut-être ces 60 millions, vous ne verrez peut-être qu'un million ou 1,5 million qui vont tomber. Marrant, c'est petit. Attendez, non. Souffrez de m'écouter, qui vont tomber peut-être. Non, ce sont que des exemples. Voilà. Je vous donne le circuit, comment ça se passe actuellement. Et si vous voulez, je vous donne des exemples précis. Parce que j'ai eu le temps de m'intéresser à cette question-là. Donc ce job security, aujourd'hui, est en train... Écoutez, récemment, des pays du nord de l'Europe ont réagi. Parce qu'ils ont fait parfois des dons pour la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, que eux ils connaissaient le montant, ils connaissaient la valeur, mais l'OMS a annoncé des chiffres qui étaient nettement en deçà de ce qu'ils ont donné. Donc, n'oubliez pas que par exemple, quand il y a guerre quelque part, les premiers bénéficiaires, certes, ce sont les marchands d'armes, ce sont les politiques ensuite autour des tables de conférence, mais aussi, ce sont par exemple le HCR et certaines institutions onusiennes. Je vous le dis, quand il y a de telles crises à l'international, c'est source de businc. Et ça, il faut le dénoncer. Donc, parce qu'on annonce des chiffres. Les épidémies et les maladies. Donc, alimentent le business international. Absolument. En une minute, je voulais dire à Mara qu'il n'y a pas de signataires à la coordination. Il n'y a qu'un seul signateur qui est Dr Sakoba Keta. Oui. Donc, les experts viennent en appoint. Pas avant.
C'est-à-dire, il vient nous assister dans le cadre de la lutte contre Ebola. J'ai bien compris. Peut-être que c'est en amont. Je pense que c'est important d'écouter Mohamed Mara parce que le financement international, c'est important. Je suis d'accord. Non, peut-être que c'est en amont. Le financement international ne passe pas par la coordination. Peut-être que c'est en amont. Ces organisations tirent profit. Mais quand l'argent est à la disposition de la coordination, justement, l'argent n'est pas à la disposition de la coordination. Je pense qu'il faut dire. Non, je pense que justement, pour nous faire comprendre, il faut aller au-delà. Par exemple, la femme d'un ministre, Bakar, qui vient lever des fonds au niveau de la coordination, vous n'allez pas me dire que c'est les organisations internationales qui ont facilité. Non, mais ce sont des choses, des milliards. C'est des milliards. De quoi s'agit-il? Moi, j'ai bien compris de ce Mara. Vous connaissez l'organisation qu'on appelle CRS, Catholic Relief Services. D'accord? C'est une ONG avec Caritas, OCPH Caritas Guinée, qui œuvre avec l'église catholique notamment, dans la riposte à Ebola, mais aussi contre le paludisme. D'accord? Le gouvernement américain les a déjà injecté plus de 5 millions de dollars. D'accord? Qu'ils ont réinvesti en Guinée. Mais voilà comment ils ont opéré. J'ai posé personnellement la question au vice-président mondial de cette organisation qui a dit voilà comment nous utilisons. Cet argent-là, nous avons parfois des superviseurs sur le terrain que nous devons payer parce qu'ils vont de centre médical à centre médical. N'oubliez pas que 185 agents de santé ont été frappés par Ebola en Guinée depuis le début de la crise. Et 104 sont morts. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour sécuriser désormais les agents de santé? Eux-mêmes équipent ces personnes-là en équipement de protection, mais aussi ils les forment. Donc, c'est eux-mêmes qui utilisent l'argent sur le terrain parce qu'il s'agit là de l'argent du contribuable américain. Ça ne peut pas transiter par les caisses de la coordination. Quand vous entendez les montants, généralement tous les montants ne passent pas par la coordination. En tout cas, dans le cas des pas tous, mais des montants qui sont passés par la coordination. Mais on va pas blanchir quand même la coordination. Bien sûr, non, mais pas du tout. Mais une grande partie du financement international est brassé et géré. Nous sommes tout à fait d'accord. L'UNICEF Guinée. Alors, allez-y, monsieur Cissé. Je crois que M. Mara parle beaucoup d'un domaine qui est vraiment luminaire pour la population. Parce que avoir les chiffres, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et notre coordination, il faut l'avouer, comme le disait tout à l'heure Debek, ça c'est vraiment une coordination qui ne travaille pas. Parce que depuis les premières heures... Mais les résultats quand même sont là. Non, la stratégie... La stratégie zéro Ebola 72 et ça marche quand même. Ah oui, laissez-lui percer le monsieur. Après une année, ah oui. Mais on est allé de stratégie en stratégie. Aujourd'hui, la Guinée n'est pas loin du bout. Ça quand même, il faut le noter. Si la stratégie zéro Ebola à 72 et ça marche, est en train de marcher, c'est parce qu'au dernier moment, les populations ont plus pris conscience que la coordination. Parce que là, je vais vous expliquer. On a fait une très grosse erreur ici. Lorsque le président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire, on devait se mettre en situation d'état d'urgence. On ne l'a pas fait. Parce que on prenait des médecins qu'on envoyait dans des préfectures où moi j'ai été à Kerouané et j'ai vu que c'est le directeur préfectoral de l'hôpital de Télémélé qui était le coordinateur du jeu. Il faut prendre des gens du terrain. Parce qu'on ne peut pas parler d'état d'urgence sanitaire sans impliquer ne serait-ce que la gendarmerie. Pour sécuriser... Ou l'armée. La gendarmerie ou l'armée pour sécuriser des lieux de... Attention. Bon, on va pas rester dans... Non, oui, allez-y. On a vu l'exemple qui s'est passé au Congo. Il y a une nuance. Allez-y très rapidement. Parce qu'il nous reste plus que moins de 10 minutes. Les gares routières. Quelqu'un a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai eu à voyager ces derniers temps. J'ai vu que vraiment les thermoflash ne sont qu'à Conakry. J'ai traversé tout le pays jusqu'à Kerouané. Je n'ai vu aucun thermoflash tout le long du parcours. Ni à l'entrée ni à la sortie. Ni à l'entrée ni à la sortie. C'est-à-dire qu'on a fait la communication à partir de Conakry alors que les gens étaient en train de mourir à Gekedu. Et dans les écoles, vous êtes rendu dans les écoles, qu'est-ce que vous avez constaté? Les écoles viennent d'ouvrir. Ok. Les écoles viennent d'ouvrir. Donc il faut aller vérifier de ce côté-là, la presse, vérifier à l'intérieur si toutes les écoles sont dotées de thermoflash. Alors rapidement, pour que
on puisse aller vraiment, on puisse réussir vraiment le pari. 0 Ebola en 60 jours. Bien. En tout cas, la Guinée qui est en route pour vaincre Ebola, si vraiment elle tient le coup de cette stratégie des 100 jours. Et pour finir, Mohamed Mara, on parle des mines à l'horizon, dans un proche avenir, si en tout cas il faut être optimiste, le partenaire russe qui veut relancer, remettre à flot cette usine d'alumine du côté de Fria. Est-ce qu'il a le choix? Je vous rappelle le contexte. Du côté de Bokeh, d'accord, la société minière de Bokeh, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, oui. Dont on ne parle pas assez, oui. Mais s'apprête, d'ici simplement quelques semaines ou quelques mois seulement, à sortir la première tonne de... Au mois de juin, oui, au mois de juin, pour être précis. De cette région-là. Et ça, Russal le sait. D'accord. Prenons de l'autre côté les mines de Bofa. Il semble que Wafé, qui est sur le coup, est en négociation très avancée aujourd'hui avec le gouvernement. Et la situation pourrait se débloquer. Et ceci également... Et Djandjan aussi, hein, du côté... Djandjan aussi. Ceci aussi projette, les 6 mois après, de produire la première tonne. Et Russal n'est pas bête. Parce que toute cette bauxite-là sur le marché international, avec déjà ce qui est produit en Australie et ailleurs, ça va, disons, complètement plomber les marchés. Il y a la CBG, il y a le GAC. Ils le savent tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se rendent compte que s'ils ne réagissent pas maintenant, ils vont être dépassés. Surtout que de plus en plus, il y a des velléités d'annulation de leur convention minière avec la Guinée. Ah, tout à fait. Le cabinet Oritz, notamment, qui défend le dossier de la Guinée actuellement, les intérêts de la Guinée, notamment face à Wafé Mining, aujourd'hui, recommande à l'État guinéen de purement et simplement annuler la convention avec Russal et de le remettre sur le marché. Russal le sait également. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient vers les populations, je crois, le 6 février dernier. Absolument. Écoutez, nous avons pris conscience que vous souffrez beaucoup depuis 3 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut? On vous propose 2 choses. Nous voulons remettre à flot la ville de Fria. Nous avons 2 possibilités. Mais pour le moment, nous ne voulons rien dire tant que les études de faisabilité ne sont pas achevées. Voilà ce qu'ils disent. Donc, ça ressemble un peu à la, disons, à une stratégie qu'on connaît déjà sur le Simandou, notamment avec Rio Tinto. D'air rallonge. D'accord? Donc, on leur dit, il y a 2 possibilités. D'abord, Frigia, notamment Russal, veut soit relancer l'unité industrielle qui existe déjà, l'usine d'alumine, avec une centrale, disons, alimentée notamment au charbon. Bon, je vous signale quand même que ce n'est pas produit chez nous, ce charbon-là. Il faudrait certainement aller le faire tourner peut-être en Russie, dans le nord de la Russie. Donc, ce qui va forcément donner de l'emploi aux Russes là-bas. Donc, on va le faire de cette manière. Ou alors, si ça coûte trop cher, eh bien, on rase cette usine. Et sur son emplacement, on construit une autre usine en 6 mois. Écoutez, pour des personnes qui ont été incapables de majorer simplement le salaire des pauvres travailleurs, moi je doute que Russal aujourd'hui soit capable de relancer cette usine-là en 6 mois. Même si c'est vrai que le contexte général pour la fédération russe, notamment à l'international, qui est acculée de toutes parts, notamment avec les fermetures de signatures au niveau des banques internationales à cause de ce qui se passe en Ukraine, les oblige aujourd'hui à se trouver des débouchés forcément. Mais j'ai quand même des doutes. En tout cas, ce sont les 2 options aujourd'hui que Russal a sur la table. Les populations des Fria peuvent-elles espérer ou pas avec ces options? Les populations n'espèrent plus, peut-être les travailleurs. Parce que les populations ne sont plus prises en compte par Russal. Mais on sait bien que la vie à Fria était intimement liée à l'existence de cette usine. Alors Russal a éliminé cette équation, je vous explique. Parce que la reprise ne concernera finalement que l'usine, l'hôpital, et certaines cités. Le courant ne sera pas donné à l'ensemble de la ville de Fria. Donc il faut préciser cela. Alors qu'avant... Donc la belle vie de l'époque... C'est fini là, c'est fini. Russal va rétrécir, si vous voulez, même ses activités dans la zone parce qu'elle a déjà une cité où elle va loger pratiquement tous ses travailleurs. Maintenant, quand vous m'annoncez 500 000 euros, moi je trouve ce montant-là dérisoire par rapport aux besoins. Il faut aller sur le terrain. C'est un tas de ferraille qui a Fria. Absolument. Ce que vous voyez là, finalement, il n'y a plus rien de temps. Tout a été pillé. Non seulement par Russal, qui a levé ses groupes de temps, mais aussi par les travailleurs qui ne vivaient que de cette usine, vous l'avez rappelé ici. Aujourd'hui, je me demande si 500 000 euros peuvent vraiment relancer les activités du côté de Fria. Je pense qu'il faut nous respecter, nous les Guinéens, il faut respecter surtout les populations de Fria qui ont vraiment souffert avec cette fermeture de l'usine. Surtout que, Russal est en train simplement d'éviter un procès dans lequel il sait très bien qu'il ne pourra pas sauver la face. Russal le
sais. À mon avis, Allez-y du côté de Kindia à Baka, la SBK est presque sur le point de fermer. Absolument. Quand on me dit que c'est Roussal qui va reprendre Fria, c'est pour amadouer les gens. Je pense que vraiment que c'est pour amadouer les Guinéens. Bien, vous étiez à l'écoute de cette émission du côté des Fria. Merci de l'attention. Merci à toute l'équipe de cadrage, à l'équipe de montage. Merci à tous les 4 confrères d'être venus débattre de l'actualité avec nous ce dimanche. Merci à vous téléspectateurs pour l'attention obligeante. On se reprend dimanche prochain pour continuer l'aventure. Portez-vous bien. Au revoir.